Alors, il y a un adage africain que ma mémé, ma grand-mère, aimait beaucoup utiliser pour m'enseigner de morale et tout, qui dit quand on n'a personne en renfort, on ne se blesse pas au dos. En fond, ça veut dire mais mando medea, no negbe kada. Et celui qui n'a personne ne se blesse pas au dos, il ne se met pas dans des positions ou dans des situations où il risque de se blesser au dos. Parce que qui va venir lui nettoyer le dos? Qui va venir lui faire les pansements dans le dos? Je ne suis la personne. Et c'est sur cet adage que nous allons faire l'intervention d'aujourd'hui qui va être vraiment très soulignée sur la situation géopolitique, je dirais, la crise sociopolitique qui secoue le Bénin et le Niger. Il y a de cela bientôt un an, au détour du mois de juillet 2023, 26 ou 27 juillet 2023 par là, où les militaires qu'on appelle de la garde présidentielle nigérienne ont décidé de mettre fin au pouvoir du président Bazoum pour des raisons qu'il aurait des accointances poussées et très soutenues avec des groupes terroristes et aurait aussi pris certaines décisions qui sont de nature à mettre à mal la constitution, l'intégrité du territoire nigérien. Au nom de ces militaires qui vont prendre leurs responsabilités en main, comme on dit, il y a celui qui va prendre la tête de ce mouvement, le général Tchani, et qui va très vite délimiter les traits de son arrivée au pouvoir, les raisons pour lesquelles, malgré que lui, chef général, commandant général de la garde républicaine depuis plusieurs années, il va utiliser ce moment précis pour entrer dans la danse et poser un acte de ce que certains appelleraient le coup d'État et prendre les rênes du pouvoir. En réponse à cela, dans un fonctionnement mécanique qu'on le connaît, plusieurs pays, dont le Bénin, enfin, membre de la CEDEAO, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, et pour ne citer que ceux-là, la Guinée de Mbalo Sissoko et autres, vont s'unir en session extraordinaire de la CEDEAO. Et dans les premières mesures qu'ils vont prendre, c'est d'attaquer, c'est de donner d'abord un ultimatum au nouveau pouvoir nigérien qui a renversé le président en griffe démocratiquement élu Mohamed Bazoum, et de lui dire qu'ils ont, je crois, c'était une semaine, ensuite c'était 2 semaines, pour retourner le pouvoir à Bazoum, de réinstaller Bazoum dans son fauteuil présidentiel et de retourner dans les casernes. À défaut de quoi il se mangerait des sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine, etc., de l'Union européenne et tout le tralala. En réponse à cela, les militaires qui avaient décidé de prendre leurs responsabilités en main vont répondre niet et vont tenir bon. À cela, les enchères vont monter parce qu'il ne sert à rien d'avancer sans pour autant dire exactement ce qu'il en est, ce qui a été dit, ce qui a été fait et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est là. Avant que je ne continue sur le reste, parce que je suis allé tellement vite, le sujet étant très intéressant que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Didier Bidé Laroca, dit encore le Nessou. Je suis béninois d'origine entrepreneur. Voilà, actuellement, je réside en Côte d'Ivoire, ou du moins, je suis installé en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui le savent, entrepreneur dans le domaine de la restauration en particulier, il y a quelques temps, j'ai dû subir une grande perte qui a fait que vous avez manqué de me voir. Mais ceci n'étant pas le sujet du jour, revenons à nos moutons. Et n'oubliez surtout pas, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez surtout pas, tout ce que moi je peux vous demander en retour, c'est de le liker, de le partager et de le faire distribuer à plus de personnes que les idées que nous élevons ici, que moi j'élève et que vous écoutez ici, soit entendues par plus de personnes, soit comprises. Si vous avez de la contradiction, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez même pas à m'écrire en privé si c'est nécessaire, nous en discuterons.
Ou alors, contentez-vous de commenter, de partager, de faire, voilà, de m'aider à faire grossir, voilà, l'audience qui suit ce contenu. Donc, pour revenir, donc, j'expliquais que, suite alors à ce coup d'État, les dirigeants du Niger ayant pris leurs responsabilités, la CEDEAO les a menés et les a menacés. Et ensuite des menaces, ils ont monté encore plus dans les enchères des menaces en disant, écoutez, on va lever une force conjointe de la CEDEAO qui va débarquer chez vous au Niger, qui va vous porter, vous les militaires, remettre Mohamed Bazoum dans son fauteuil, vous mettre vous autres en prison, vous allez voir quelque chose. Et à la tête des gens qui parlaient, qui disaient ce genre de choses, nous avions le président de mon cher pays, le Bénin, le président Patrice Talon, qui, tout comme son grand frère et homologue, celui de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, étaient même les têtes de la répression qui allait s'abattre sur le Niger. Je me souviens encore comment est-ce que le président de mon pays, le président Patrice Talon, vêtu, tout de blanc vêtu, expliquait qu'il n'y a pas de demi-mesure, que jamais il ne va s'accommoder avec le pouvoir, le nouveau pouvoir nigérien, qu'il n'est pas normal que des militaires prennent le pouvoir et que cette fois-ci, pour être clair sur cette position de la CEDEAO, qui sont prêts à intervenir et que d'ailleurs que c'est la seule solution qui restait, il fallait forcément intervenir. Et en ce moment, je me souviens encore que j'ai pris le risque de dire, il faut que je me souvienne exactement de mes mots. Le président serait rentré dans quel univers de la réflexion pour sortir de telles déclarations houleuses et hasardeuses. Et je me suis abstenu d'avancer plus que ça et je me suis retenu. De même chose que plusieurs présidents de la sous-région qui ont fait comme celui du Sénégal aussi en son temps, Macky Sall. Quelques temps plus tard, ayant essayé la menace, les influences, les intimidations et n'ayant pas trouvé gain de cause, qu'est-ce qui se passe? Les rétropédalages ont commencé de tous bords. Et surtout du côté qui avait le plus vociféré sur l'intervention militaire, dont le président béninois, qui, au devant de la presse, avait essayé de rentrer dans la danse du retour à la normale en disant oui, on avait dit ça, c'est parce que tout le monde était chaud, tout le monde était à cran, maintenant je suis revenu à la normale, moi je vais ouvrir les frontières avec le Niger, je vais laisser tout passer, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est tout ce que notre président a fait et a estimé qu'une fois, après avoir tenu des propos tellement houleux, tellement hasardeux, après avoir insulté les dirigeants, après les avoir menacés d'intervention militaire, il suffisait qu'il revienne juste dire que non, c'était tout le monde disait ça, moi aussi j'ai dit excusez-moi, je ne savais pas, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Non, il n'a même pas dit ça, il a dit tout le monde disait ça, j'ai dit ça, mais c'est passé. Bon, personne ne dit ça, alors je reviens à la normale, je dis bonjour, les frontières, vous êtes mes frères, tranquilles, et espérer que face à cela, les autorités nigériennes auraient dit le frère du Bénin, il a fini par comprendre qu'il ne fallait pas nous parler comme ça. Bon, c'est correct, avance. Quand on oublie, c'est ce qui arrive du moins, quand on oublie soi-même les choses que l'on dit, qui vous souviennent aussi qu'à peine 1 ou 2 mois avant de présenter le pardon, avant de menacer d'abord le Niger d'intervention armée, ensuite de demander pardon, il y a un président qui s'est assis avec les siens dans son palais, dans son propre pays, et qui a expliqué à son opposition, ou je ne parlerai pas d'opposition, à ses partenaires politiques, que pardonner est une faute, et que lui, il n'est pas du genre de ceux qui pardonnent pour ne pas dire de ceux qui font ces genres de fautes. C'est le même président qui aujourd'hui joue sur l'importance que le Niger doit pardonner les propos que lui, il a tenus et juste avancer dans le sens de ce qui l'arrangerait lui aujourd'hui ou du moins arrangerait les intérêts du Bénin. Et face à ça, on nous parle de non, les populations du Bénin qui n'acceptent pas ce mode de fonctionnement, cette manière d'intervenir, de réagir, de parler, de dire des propos au hasard, qui plus tard vous rattrape
de notre président béninois sont des apatrides, ils n'aiment pas leur patrie, ils n'ont pas le sens du patriotisme, ils ne s'y connaissent même pas en panafricanisme, ils s'y connaissent en fait en rien. Les seuls qui s'y connaissent en tout, c'est justement ceux que nous avons au pouvoir, qui ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Tous les autres qui ne font pas comme ça ou qui ne disent pas ça, ils ne s'y connaissent en rien. Ce sont des apatrides. C'est clairement pas des panafricanistes. Ouais. Et ça nous pousse un peu, même avant que je n'y arrive. Donc, quand on a un président qu'on a tenu tous ses propos et qu'on est encore allé plus loin jusqu'à dire que pardonner une faute, il faut alors se préparer à ce que quand le jeu des égos rentre ou commence, il y a forcément quelqu'un qui a un ego plus surdimensionné que le vôtre. Il y a toujours quelqu'un qui a un ego qui lui dit que moi, mon ego là, je ne vais pas mettre ça à terre pour que toi, ton ego me surmonte. C'est peut-être ce que nous vivons aujourd'hui avec le cas nigérien où le général Tchani dit niet. Il ne suffit pas de parler n'importe comment à mon peuple de revenir après dire non, je m'étais trompé, tout le monde disait, moi aussi j'ai dit, donc pardonnez, on n'a qu'à reprendre les relations. C'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le président nigérien, le général Tchani, réfléchisse à comment faire pour assouplir les choses et tout. Et là, je ne parle même pas encore des raisons qu'aujourd'hui le Niger avance pour soutenir sa position selon laquelle il n'est pas prêt à ouvrir les frontières parce qu'il y aurait une base militaire étrangère sur notre sol. Je ne veux même pas encore entrer dans ce sujet. Si je rentre dans ce sujet, on ne va pas finir ce contenu aujourd'hui. Je vais plutôt finir par la cabale médiatique face au panafricanisme en général et précisément à Kémy Séba. Kémy Séba dont j'ai déjà parlé sur plusieurs de mes contenus. Je vais venir à la cabale qu'on fait face au panafricanisme en général et face à Kémy Séba. Et cette cabale est tellement piteuse, tellement incohérente et tellement... Certains parleraient de machiavélisme, mais il n'y a rien de machiavélique dans ça. Il y a juste un groupe de personnes qui essaient de profiter. Il y a juste un groupe de personnes qui essaient de profiter d'une faille dans le système ou qui essaient de profiter d'une occasion hasardeuse qui leur est donnée pour se revendiquer d'un côté où ils voient que l'histoire est en train de balancer. Donc, ce groupe de personnes, en l'occurrence aujourd'hui, c'est le gouvernement béninois qui veut jouer sur la corde sensible du panafricanisme. Le gouvernement béninois serait, enfin, sous l'égide du président Talon, serait un gouvernement panafricaniste parce que ils ont donné des visas, ils ont ouvert l'accès au Bénin à toutes les populations d'Afrique noire et d'Afrique en général, à toutes les diasporas. Ils ont mis sur pied des mécanismes leur permettant d'avoir la nationalité béninoise par ailleurs, donc de revendiquer leur africanité. Ils ont mis sur pied des statuts vendant la grandeur des résistants africains et tout et tout. Et ça, pour eux, c'est ça qu'ils ont fait, qui fait de que eux, ils sont dans un combat panafricaniste plus solide que les autres. Waouh! Et l'autre argument, c'est que tous les autres qui ne sont pas de leur bord, qui disent que mais vous êtes en train de faire des erreurs ici et ici, ne sont pas des panafricanistes, c'est plutôt des déstabilisateurs. Parce que les vrais panafricanistes, selon eux, ne doivent pas critiquer leur pays, ne doivent pas critiquer leur gouvernement, ils doivent juste dire ce qui va bien, ce qui fait que leur pays est beau, leur gouvernement est magnifique, et critiquer seulement ce qui se passe dans les autres pays à côté, ou critiquer seulement au besoin les actions des Occidentaux, même pas de leurs partenaires qu'ils aiment bien, juste des Occidentaux qui, voilà, souvent c'est intéressant de faire ça. Et l'autre argument, et je précise que c'est le gouvernement qui fait ça parce que celui qui est en tête de pont de cette communication, c'est bel et bien le porte-parole du gouvernement, Léon Moupédi, qui dit clairement que ce qui fait du gouvernement béninois un gouvernement et en l'occurrence du président Talon, un président panafricaniste, un gouvernement totalement panafricaniste, ce sont les choses que j'ai citées tout à l'heure, les statuts érigés, l'accès au Bénin sans visa pour tous les pays africains,
la loi sur la nationalité des diasporas, et voilà. Et en opposition, ce qui ferait que Kémy Séba ne serait par exemple plus un bon panafricaniste selon eux, c'est qu'il critique son pays. L'exemple d'un bon panafricaniste selon eux, c'est Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, qui ne critiquent pas le pays. L'exemple est très loin à prendre parce que rien que cette semaine, les deux que je viens de citer, qui sont des Camerounais, qu'on dit souvent qu'ils ne critiquent pas le pays, alors que moi, les connaissant et les suivants, je sais très bien qu'ils critiquent houleusement le pays, pratiquement beaucoup de fois. J'ai eu le temps de constater rien que cette semaine que chacun d'eux a sorti un contenu particulier où ils intervenaient dans la crise qui secoue actuellement le Cameroun, précisément dans le domaine du sport, où ils ont mis clairement leur gouvernement au banc des accusés. Et ça, c'est une fois entre autres. C'est une fois en autre. Donc, le panafricanisme, comme certains voudraient, ce n'est pas juste de faire le béni oui patriotique. Ce n'est pas juste de dire que dans mon pays, tout va bien, dans les autres pays, qu'il faut que ça aille mieux pour que nous tous, ça aille mieux partout. Non, 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 non. Le panafricanisme, en fait, c'est même quelqu'un qui se détache complètement, au besoin, s'il le faut, du patriotisme béat. Le patriotisme, c'est mon pays, c'est mon Bénin, tout va bien. Non, 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 non. Puis il voit au-delà. Au-delà. Et contrairement à beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, ils vont discuter avec les panafricanistes, discuter le plus panafricaniste, la longueur d'avance est tellement longue, elle est tellement inédite, depuis la nuit des temps qu'on n'en parle plus. Depuis les Anténor Firmin, les Marcus Garvey, ensuite, quand le panafricanisme scientifique et culturel va commencer, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, quand le panafricanisme politique va commencer, les Kwame Nkrumah, les J.J. Rowling, les Patrice Lumumba, l'avance que les panafricanistes avaient sur le monde est tellement longue, lointaine que aujourd'hui, tous ceux qui veulent se rattraper, veulent courir derrière cette avance, ne vont que juste courir un peu trop dans le vent. Ils vont juste rattraper quelques petits points sur la route, mais ne pourront jamais être à la hauteur des arguments qu'il faut balancer. Ce que je dis est tellement clair. Prends aujourd'hui simple. Quand tu prends toute l'actualité géopolitique mondiale, nous partons de la Russie en Chine pour descendre en Amérique latine, faire un tour vers le Canada, revenir en Europe et venir au centre même du monde, en Afrique. Toutes les actualités politiques dont parle le panafricanisme sont des actualités politiques que nous, on a fini de brosser depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que les solutions, les choses à faire, on les a déjà déterminées. Le seul combat que fait le panafricanisme aujourd'hui, c'est d'aller au front, de dire que bon, il est temps que certains groupes panafricanistes aient accès au pouvoir et pouvoir vraiment mettre sur pied ces solutions, ces propositions pour que le panafricanisme s'érige véritablement sur le continent, s'érige véritablement en idéologie politique évidente pour les Africains, parce qu'il y a des Africains qui continuent toujours de contrebalancer entre panafricanisme, ultralibéralisme, entre autre chose. Et tout récemment, nous avons vu au Sénégal, on nous parle carrément désormais de panafricanisme et panafricanisme de gauche. Donc, c'est pour dire, on n'est plus à ce niveau. Le panafricanisme n'est plus à ce niveau. Et moi, comme je vous le dis toujours, je ne suis clairement pas panafricaniste, mais je comprends profondément les causes panafricanistes. Et je les soutiens parce que c'est aujourd'hui le moindre mal qui puisse arriver à l'Afrique, c'est que nous assumons notre panafricanité. C'est le moindre mal. Après, une fois que le panafricanisme serait ancré, il serait encore plus intéressant d'aller encore vers d'autres univers idéologiques encore très, très, très particuliers à l'Afrique qu'il n'est besoin que j'aborde ici. Donc, c'est pour revenir, pour conclure, pour dire que le Bénin a vraiment fauté de par les actions de son gouvernement au fil des derniers mois ou de ces dernières années dans les relations qui le minent avec ces pays voisins comme surtout le Togo, le Burkina, le Niger. Et c'est des choix d'un pouvoir, d'un système que je n'oserais pas dire incompétent ou que je n'oserais pas dire détaché de la réalité, mais d'un système qui suit peut-être une plate-bande qui n'est pas la sienne, mais qui ne veut pas se retourner, qui ne veut pas prendre la peine de constater qu'en fait, il est en train de faire des erreurs, les assumer, faire les corrections qu'il faut. Je ne veux pas revenir particulièrement sur des attaques sur mon président.
voyez, ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un qui renie le panafricanisme, qui dit que tout ce que mon président fait est bon. Je suis patriotique et profond. Toute personne qui me connaît sait que moi, particulièrement, je suis très, très patriotique. Voyez. Et ensuite, je suis très, très, très panafricaniste, même si je ne suis pas vraiment ancré dans un parti politique à thème ou à condition panafricaniste. J'ai des convictions qui passent par là et qui font que quand c'est nécessaire, je suis obligé d'assumer mon panafricanisme et de dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, ce que nous pouvons accepter aujourd'hui, ce que nous ne pouvons pas accepter, et de dire à nos dirigeants qui sont là aujourd'hui que, chers dirigeants, nous avons besoin. Tout ce que le panafricanisme vous demande, c'est que dans 2 solutions possibles, tout ce qu'il faut faire chaque fois, c'est de choisir l'Afrique. Votre choix de l'Afrique peut faire mourir, excusez-moi, 1000 Européens. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais c'est l'Afrique que vous devez choisir. Parce que dans les mêmes conditions, quand tu demanderas à un occidental de choisir entre l'Afrique et un occidental, genre sauver une vie occidentale versus 100 vies africaines ou même 1000 vies africaines, il préfère choisir ça, la vie occidentale. Mais c'est clair. Après, c'est peut-être tiré par les cheveux de le présenter comme ça. Mais nous savons, vous savez. Est-ce que vous êtes des enfants? Vous n'êtes pas des enfants. Alors, merci d'avoir suivi ce contenu. Merci pour ceux qui l'ont compris. Ceux qui ne l'ont pas compris, réécoutez. Tout a été quand même clairement dit dedans. Il y a certains thèmes, gros thèmes que j'ai dû aborder parce que le sujet est tellement grand. Donc, quand on parle de panafricanisme, de patriotisme, de quoi d'autre qui est sorti aussi dans ces équations, enfin, de tout ce qui a rapport aux intérêts particuliers de nos États, de nos nations, il faudrait que nos dirigeants comprennent que ils ne sont pas les seuls à avoir l'intelligence. Et ça me ramène à critiquer ou à commenter brièvement le slogan que notre chère vice-présidente du moins du Bénin a utilisé la dernière fois. Mais alors, il faudrait que le gouvernement comprenne que si Toanomblo Toro, c'est-à-dire que si c'est le peuple qui fait le pays, le peuple là, qui fait le pays, n'est-ce pas? Donc le gouvernement ne peut pas décider qu'il est à lui seul une intelligence particulière, une intelligence qui s'impose au peuple. Le gouvernement doit forcément être tiré du peuple. Les actions du gouvernement doivent forcément être tirées des ambitions, des attentes du peuple. C'est pas moi qui le dis. Le Nomblo Toro, c'est vous-même qui l'avez dit. Ceci dit, c'était la Roca Didier Bidé, dit le Nessou. Merci d'avoir suivi ce contenu. Merci voilà, de liker, de partager et de commenter même là où vous savez pour que plus de personnes puissent savoir de quoi il s'agit. Et merci, je ne vous le demande pas souvent assez, mais essayez. Si vous arrivez ici, vous lisez, hein, vous avez pu lire jusqu'à vous êtes arrivé à ce moment-là. Ça vous coûte quoi alors de partager pour permettre à ce que nous commençons nous aussi par rentrer dans les algorithmes des social media pour que nos voix commencent par porter un peu plus. Merci à vous et que la paix soit avec vous au thème.